Mon nom, c'est Normand Baudet. Je suis au Centre de ressources sur la non-violence. Je suis la personne responsable de la mobilisation citoyenne. En fait, on travaille depuis un certain temps sur les enjeux climatiques et cette initiative-là, actuellement, c'est sur la base de la mobilisation populaire sur ces enjeux-là. Alors, je suis Louise Royer, je suis responsable de la pastorale sociale dans l'archidiocèse de Montréal. Parler d'urgence climatique et de la responsabilité des chrétiens et chrétiennes dans sa protection de la maison commune qu'on appelle ou de la terre. Puis, parce que quand on a eu les nouvelles de Normand Baudet puis du Centre de ressources de la non-violence qui voulait développer des nouvelles vocations puis qui voulait qu'en Église on réagisse à l'urgence climatique, qu'on prenne notre part dans la transformation possible d'Église pour servir dans le cadre de l'urgence climatique. On s'est dit, ben, on a-tu rapport, nous autres? Oui. Ben oui. Quand on pense à l'urgence climatique, on pense à des personnes qui vont souffrir et qui souffrent déjà. On pense à notre responsabilité aussi comme chrétiens, chrétiennes, de protéger cette maison commune que le Seigneur nous a confiée. Hein? Alors, puis l'enseignement de l'Église là-dessus, il a beaucoup évolué avec le pape François. Il a beaucoup évolué. Parce qu'avant ça, on pensait que, fallait dominer la terre, bon. Mais on n'est plus là. On est vraiment à en prendre soin. Puis, parce que vraiment, il se passe des choses dangereuses dans notre maison commune qui pourraient aller jusqu'à empêcher la transmission de la vie dans d'autres générations. Alors là, on est loin. On est à une extinction des espèces, on est à des enjeux qui sont majeurs. Maintenant, notre défi, c'était de dire, ben, comment on va prendre ça? Parce que c'est pas un défi, nous autres, on ne voyait pas ça tellement comme un défi surtout technique, c'est un défi de mobilisation, puis un défi de discernement en communauté, de discernement chrétien. C'est un défi de discernement, parce que les communautés chrétiennes ont regardé. Nous autres, s'il y a du monde qui vient nous demander, si la municipalité a besoin, si dans notre collectivité on a besoin, comment on va se positionner? Puis les membres des communautés chrétiennes sont aussi des citoyens et citoyennes. Bonjour, mon nom est Simon Labrec, je suis adjoint du secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Je suis également secrétaire du Conseil Église et Société et secrétaire du comité de l'Assemblée des évêques sur le patrimoine. Donc, à l'automne 2020, on a été contacté par Normand Baudet du Centre de ressources sur la non-violence et par Louise Royer de l'Office de pastorale sociale du diocèse de Montréal à propos d'une réflexion sur les églises comme potentiel lieu de refuge et de résilience communautaire. On a été interpellé, donc, le Conseil Église et Société par cette idée de faire en sorte que les églises des différentes paroisses à travers le Québec puissent avoir un rôle à jouer dans la lutte au changement climatique et dans l'augmentation de la résilience des communautés locales, c'est-à-dire de leur capacité à faire face au changement climatique. C'est un projet qui nous a intéressés parce qu'il est à la frontière entre deux enjeux ou deux chantiers de réflexion importants. Donc, toute la réflexion qu'on mène dans l'Église catholique, notamment avec le pape François, sur l'environnement, donc sur la sauvegarde de la maison commune, la protection de l'environnement, l'engagement des chrétiennes et des chrétiens dans les mouvements sociaux, dans les mouvements environnementaux. Donc, d'un côté, cet enjeu-là de l'environnement, et de l'autre, un enjeu qui est vécu à la fois sur le plan diocésain, à travers
la province et à la fois au plan paroissial, c'est l'enjeu du patrimoine religieux immobilier. Donc, que fait-on de nos églises en tant que communauté chrétienne? Donc, on sait que dans plusieurs diocèses, dans plusieurs paroisses, il y a des réflexions, parfois difficiles, sur le sort des églises, sur qu'est-ce qu'on fait avec les bâtiments, lorsque, par exemple, la taille de la communauté chrétienne est réduite, qu'il y a parfois un certain vieillissement de la population, et même dans beaucoup de villages du Québec, en fait, une dépopulation, c'est-à-dire que les gens plus âgés et plus jeunes s'en vont vers la ville pour être plus proches de certains services. Donc, il y a des réflexions dans chaque communauté, en fait, sur qu'est-ce qu'on fait avec les bâtiments. On le sait, au Québec, un des problèmes depuis le début de la présence française en Amérique, c'est le chauffage des églises, qui sont des bâtiments souvent très hauts, difficiles à chauffer, et puis qui sont les églises sont financées par les paroissiennes, par les paroissiens. Donc, c'est les gens qui sont présents qui ultimement, paient le chauffage. Et puis, donc, il y a certains endroits où c'est de plus en plus difficile de faire ça. Il y a aussi donc des bâtiments parfois plus vieux qu'il faut réparer, qu'il faut restaurer. Il y a certaines ressources pour faire ça, par exemple les subventions du Conseil du patrimoine religieux du Québec, qui ont un volet pour la restauration des lieux de culte. Et ils ont aussi, depuis quelque temps, un volet pour la requalification des lieux de culte. Donc, pour soutenir les démarches de municipalités ou d'organismes sans but lucratif qui deviennent propriétaires d'une église et qui souhaitent donc la transformer, la requalifier, une fois qu'elle n'est plus un lieu de culte. Il faut savoir que les fabriques, donc qui sont au Québec généralement propriétaires des églises paroissiales, ne sont pas éligibles à ces programmes-là de requalification des lieux de culte. Par contre, les chrétiens et les chrétiennes dans leur communauté participent en tant que citoyennes et que citoyens à des projets de requalification. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a reçu la proposition du Centre de ressources sur la non-violence de réfléchir au lien entre le patrimoine et le climat. Moi, c'est comme ça que je le présente, là. Faire du patrimoine religieux un enjeu climatique, un enjeu écologique, et ça touche à la dimension de l'aménagement du territoire, des façons dont on habite le territoire en tant que chrétienne, en tant que chrétien. On travaille en fait de près avec les organisations citoyennes qui se penchent sur la mobilisation climatique. Et en fait, le travail qu'on fait actuellement en lien avec les églises refuges, c'est vraiment un effort pour créer une mobilisation citoyenne, disons version 2.0. Un des défis dans la stratégie de mobilisation, c'est de voir pouvoir dire aux gens, c'est bien beau, on manifeste dans les rues, mais lorsqu'on retourne chez soi, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de pratique, de concret sur le terrain pour être en mesure de pouvoir continuer le travail suite aux mobilisations citoyennes? En fait, l'idée des églises refuges vient un peu des discussions qui ont eu en fait entre les organisations citoyennes et en lien avec le travail du centre de ressources, de penser à une stratégie de remobilisation. L'idée étant, en fait, de dire, si on trouve des endroits, des lieux physiques et concrets où les gens peuvent agir de façon concertée sur les enjeux climatiques, on aurait peut-être une piste de travail. Dans les discussions, dans les échanges, est arrivé un moment où l'idée de dire quels sont les bâtiments qu'on a, quelles sont les installations physiques qu'on a partout à travers le Québec, dans tous les villages, puis dans le cœur d'à peu près tous les quartiers des centres urbains, et des endroits qui seraient en mal de vocation, c'est-à-dire en recherche de nouvelles vocations,
l'Église a émergé dans les discussions. On est arrivé à identifier peut-être ces bâtiments-là comme des lieux effectivement communautaires qui ont un passé au niveau de jouer un rôle de réunir les populations, les groupes de personnes. Et c'était vraisemblablement un lieu qui avait un potentiel pour jouer des rôles au niveau des vocations climatiques. Donc, on s'est dit, quelles seraient les fonctions qu'un nouvel espace pourrait jouer. Donc, on a 6 vocations qui ont émergé. Il y avait plusieurs vocations au départ qui étaient identifiées. Il y en a 6 qui ont été sélectionnées, qui sont considérées comme compatibles avec les vocations les plus populaires qu'on identifie pour les églises. C'est-à-dire, on parle souvent de centres multifonctions, d'espaces qu'on peut utiliser à diverses fonctions communautaires pour l'aménagement de la nef des églises. Là, on est arrivé avec l'idée de 6 vocations qui seraient compatibles avec ces vocations les plus populaires-là. Donc, on parle entre autres d'un pôle agroalimentaire qui vise à soutenir la production de proximité au niveau de la production alimentaire. On parle de sanatorium temporaire, un endroit dans une communauté où on pourrait, en période de pandémie ou d'épidémie, on pourrait retirer les gens infectés temporairement et les réétablir dans leur milieu de vie lorsque les gens ont recouvré la santé. On parle de lieux où on pourrait faire du partage de véhicules électriques, donc différents types de véhicules. On pourrait aller de la camionnette jusqu'au quadriporteur qui sert aux personnes handicapées pour être capable de partager ces véhicules-là et de les recharger. Donc, ça deviendrait un centre de recharge. L'idée étant que on voit un clocher d'église, on sait immédiatement qu'on peut aller se brancher là, peu importe le véhicule qu'on a. Et si, pendant la période de charge, on est capable d'utiliser un autre véhicule, de visiter soit le village, les lieux ou faire des commissions. Donc, on parle de 6 vocations. Il y a aussi la production électrique renouvelable de proximité comme une des vocations. Il y a aussi le centre de télétravail où les gens ont vu c'était quoi le télétravail, ont vu qu'il y avait des limites avec le télétravail, c'est-à-dire que, il y a un défi d'émulation professionnelle, il y a un sentiment d'isolement qu'on retrouve dans le télétravail seul à la maison. L'idée du centre de télétravail, ce serait un endroit avec tous les équipements de base pour que les gens puissent faire un travail de type professionnel et qui permet aux gens, en fait, de côtoyer des gens de leur communauté qui travaillent dans la même entreprise ou dans d'autres entreprises qui ont décidé de réserver des espaces dans ce centre de télétravail-là. Donc, les vocations potentielles en lien avec les enjeux climatiques sont multiples, tant au niveau du transport que du partage des véhicules électriques, que des énergies renouvelables, que de l'alimentation. On vise à réduire les déplacements des gens ou le déplacement des biens pour en faire en fait des espaces efficaces en termes de lutte au changement climatique, en fait de lutte à l'émission des gaz à effet de serre. Donc, c'est un projet qui va dans le sens de réellement dire, dans les communautés, est-ce qu'on pourrait aiguiller les gens vers un lieu où on peut mettre en place une diversité d'actions qui favorise tous les aspects liés, en fait, tous les aspects fondamentaux
liées à la réduction des GES. Maintenant, bon, c'était beau d'avoir une idée, de faire en sorte que les gens puissent être mobilisés en un lieu. L'autre défi devenait d'évaluer la faisabilité de la chose. Donc, un comité de travail a été formé pour réfléchir sur ces vocations-là, mais aussi on a mis en place une collaboration avec une firme d'architectes spécialisée dans la transformation des églises. En fait, on devrait utiliser le terme requalification des églises. Et on a travaillé avec Mme Dechaine pour évaluer la faisabilité des 6 vocations. Le travail d'évaluation des vocations a été fait. On juge que ces vocations-là sont compatibles avec des projets de centres multifonctions. Donc, suite à ces évaluations de faisabilité-là, le défi est de dire maintenant comment on fait pour pouvoir faire vivre des projets comme ceux-là ou faciliter l'implantation de ce type de projet-là sur le terrain. Donc, on est à cette étape-ci, c'est-à-dire réfléchir à quels sont les projets de requalification qui sont en cours actuellement à travers le Québec. Des projets, par exemple, qui ont reçu des subventions du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Des projets aussi qui sont annoncés au niveau de groupes citoyens qui se réunissent et qui sont dans le processus d'acquisition de bâtiments. Il y a aussi la question du mariage de ces vocations-là avec la vocation religieuse dans le cas du programme, en fait, du travail que font les Églises vertes. C'est-à-dire de dire, bon, ben, est-ce qu'il est possible de créer une dynamique de complémentarité entre ces projets-là qui vont dans le sens d'une salle polyvalente et le maintien de la pratique religieuse dans ces milieux-là. Donc, on parle en fait de toute une réflexion qui vise à faire en sorte qu'on voit dorénavant le patrimoine religieux comme un actif face aux nouveaux enjeux auxquels la société doit avoir à faire face. C'est-à-dire que la question de la crise climatique nous frappe déjà et va nous frapper de plein fouet dans les prochaines années, c'est clair. Il y aura une multiplication des crises vraisemblables. On parle de crises à caractère sanitaire comme on vient de le vivre. On parle de choc thermique. Ça veut dire la possibilité, en fait, d'avoir des canicules prolongées combinées avec des tempêtes de vent qui vont neutraliser l'approvisionnement électrique. De là, toute la réflexion sur l'autonomie du bâtiment en termes de production d'énergie renouvelable et d'autonomie énergétique. On parle de plus en plus de problématiques liées à des bris dans les chaînes d'approvisionnement. On a pu le voir à de multiples reprises au cours des dernières années, le fait que l'approvisionnement alimentaire, et là on le voit actuellement, même avec le lait pour enfants maternisés, on fait face à de plus en plus de problématiques d'approvisionnement et on parle d'approvisionnement en biens fondamentaux pour la population. Donc, on peut réfléchir aux biens fondamentaux comme l'approvisionnement en eau, l'approvisionnement en nourriture, l'approvisionnement en énergie, l'approvisionnement en matière de base pour être capable de fonctionner. Donc, c'est toute une réflexion, en fait, sur quels vont être les besoins face au choc climatique d'une communauté. Qu'est-ce qui répond à une nécessité au niveau d'une autonomie et comment on peut y répondre, comment on peut rendre les communautés plus résistantes, résilientes et même les populations. Comment prépare-t-on nos communautés
de façon à être capable de faire face concrètement à ces situations-là. Et si on ne le fait pas, le problème auquel on fait face, c'est que les gens vont devoir commencer à réfléchir sur comment ils le font individuellement. Et là, on rentre dans une situation assez problématique de réflexion qu'on entend souvent sur le survivalisme, c'est-à-dire individuellement, comment on en arrive à survivre à des chocs. L'option qu'on choisit au niveau des projets d'église refuge, c'est comment on réussit à se préparer collectivement et comment on s'organise collectivement avec nos actifs patrimoniaux pour être capable d'assurer la sécurité des populations et d'assurer la résilience des communautés. Les citoyens, comme chrétiens et chrétiennes, on est aussi citoyens, citoyennes de nos quartiers, de nos villages, de nos villes. Et on a été mobilisés aussi pour l'action climatique. En 2012, par exemple, les cloches ont sonné, il y a eu des rassemblements, il y a eu des choses qui ont précédé vraiment l'enseignement du pape François là, dans Laudato Si pour vraiment mettre des mots et une réflexion articulée sur la question de la protection de la maison commune, la terre. Alors, ici au Québec, ça faisait longtemps aussi qu'on réfléchissait sur ces questions-là. On a eu des prophètes. Moi, j'ai travaillé à Amos, à la diocèse d'Amos, avec le Monseigneur Gérard Drainville. Les chrétiens et l'environnement, c'est des réflexions qui sont là depuis des années. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement maintenant dans les paroisses et les communautés chrétiennes? Bien, plusieurs ont des comités verts, font partie du réseau des églises vertes. L'archevêché de Montréal est là depuis c'est le premier diocèse là, qui a fait partie. Mais alors, peut-être, puis nos comités verts, mais ça vient avec la mobilisation des personnes qui sont là. Mais avec ce défi que Normand nous a lancé, de dire, que faites-vous pour l'urgence climatique? Là, il a fallu se positionner, on s'est fait juste du recyclage, nous autres, là, puis est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses, d'autres avenues à réfléchir à partir de notre communauté chrétienne? Et là, on a proposé avec, c'est l'Assemblée des évêques, le Conseil Église et Société a proposé une réflexion là-dessus pour discerner. Parce que quand on a un espace qui est plus ou moins utilisé, un des critères de discernement, le bien commun, qu'est-ce qu'on fait? La destination universelle des biens, qu'est-ce qu'on fait avec nos biens qui servent plus ou moins? Des exemples qui se passent, qui sont novateurs. Par exemple, Normand a parlé de fournir de l'énergie, une église qui peut être générer de l'électricité ou de l'énergie, il peut avoir des panneaux solaires ou autre chose, mais il y a aussi des boucles géothermiques. C'est quelque chose qui est en train d'être expérimenté à Saint-Charles de Bellechasse. Il y a d'autres groupes qui ont expérimenté avec de la biomasse. Bon, on dit c'est des gaz à effet de serre quand même, oui, mais là c'est local, puis c'est renouvelable. C'est une autre avenue qui a été explorée, mais ça ouvre des champs d'application. Nous autres, dans le domaine de la pastorale sociale, c'est sûr qu'il y a eu aussi beaucoup de projets de maisons qui se sont transformées pour le bénéfice de la communauté. À Montréal, on a le Chez Christopop, le Cap Saint-Barnabé. Ce sont des églises qui ne sont plus utilisées pour le culte, mais qui servent à la résilience communautaire d'une belle façon, de très belle façon. Ça va continuer, mais il y a du nouveau qui s'en vient. Pour que ça se passe, c'est sûr que ça prend des chrétiens et chrétiennes qui sont conscients de cette urgence climatique et de ce besoin. Ça prend
ça prend des projets concrets, ça prend des liens, du dialogue avec les instances autour, avec les gens qui sont là, puis une certaine vision. Là, nous autres, on a commencé à faire, avec le comité, on a commencé à interpeller des gens, dire, nous autres, la Croix-Rouge, avez-vous besoin d'espace? Dans les plans d'urgence, est-ce qu'on a une place, nous autres? Alors, il y a un dialogue qui se fait. Dans la pastorale sociale, au diocèse de Montréal, souvent, on est en lien avec les tables de quartier, les tables communautaires de quartier. Alors, des fois, il y a des enjeux qui peuvent être soulevés là. Et des liens qui peuvent se faire localement avec les gens qui sont responsables d'un dossier ou l'autre, sécurité publique, santé publique. Maintenant, il y a aussi du côté des organismes de concertation québécois, nous autres, la table de pastorale sociale, on est membre du Front commun pour la transition énergétique. Et dans le Front commun pour la transition énergétique, on propose une feuille de route pour un Québec zéro émission nette. Et on commence à avoir des initiatives locales qui s'appellent les collectivités zéro émission nette. C'est peut-être possible de se mettre en lien, n'est-ce pas, entre une collectivité zéro émission nette qui cherche des façons de réduire l'émission de gaz à effet de serre et une communauté chrétienne qui cherche à réduire ses émissions, oui, mais aussi à utiliser ces espaces au mieux possible pour le bien commun. Alors, il y a des dialogues possibles. Du point de vue des diocèses catholiques, donc, moi je travaille pour l'Assemblée des évêques. Notre rôle au secrétariat de l'Assemblée des évêques, c'est de soutenir la réflexion des évêques et de leurs équipes. Donc, chacun dans leur diocèse ont des enjeux, ont des réflexions sur le patrimoine, sur leur plan immobilier d'ensemble et tout ça. Du point de vue des diocèses et des fabriques, un aspect intéressant du projet sur les églises refuges, c'est que ça peut ouvrir la porte à des nouveaux partenariats, donc avec les municipalités, avec des OBNL. Et je dirais que ça ouvre un nouvel angle de partenariat, une nouvelle raison de collaborer ensemble. Donc, c'est pas seulement qu'est-ce qu'on fait avec l'Église, comme si c'était un bien là, un peu problématique, est-ce qu'on l'a détruit ou pas, mais d'en faire une sorte de projet positif ancré dans la communauté, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire avec notre Église pour être au service de la communauté. Puis d'un aspect aussi pragmatique, ça ouvre possiblement l'accès à des nouvelles sources de financement. C'est-à-dire que les gouvernements mettent en place, avec raison, et ils vont continuer à le faire, différents programmes pour lutter contre les changements climatiques, pour aider les citoyennes et les citoyens à lutter contre les changements climatiques, à s'adapter aux changements climatiques, et aider également les communautés. Par exemple, c'est ça, des programmes du ministère de l'Environnement ou des programmes d'Hydro-Québec, par exemple, pour faciliter la transition énergétique. Et nous, on trouve que en inscrivant les projets de requalification d'églises dans une perspective environnementale, on ouvre la possibilité d'avoir accès à ces programmes-là et aussi on construit la possibilité d'argumenter, de faire des représentations pour que ces programmes-là soient accessibles aux OBNL, aux lieux de culte et à l'ensemble des organismes communautaires qui essaient de faire leur part dans la lutte au changement climatique.